Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, la mise en œuvre du dialogue national en vue de résorber la crise dans les zones anglophones du pays peine à se concrétiser. En cause, la réticence opérée par certains groupes sécessionnistes. La célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été l'occasion pour le président Félix Tshisekedi de faire une descente dans la province de l'Ituri, province très affectée par les conflits intercommunautaires. Le chef de l'État prône la paix. Et puis l'autonomisation effective des femmes et des filles reste un défi majeur en Afrique. Seulement une fille sur 5 termine son cursus scolaire sur le continent. En marge de son 33e sommet à Niamey, la Commission de l'Union africaine a réuni les partenaires au développement dans la capitale nigérienne pour discuter de cette problématique. Les dernières visites du Premier ministre camerounais en zone anglophone n'ont visiblement pas calmé les ardeurs pro-sécession. Le gouvernement, qui garde la main tendue pour un dialogue national et inclusif, observe des réticences de certains groupes sécessionnistes. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. 3 ans après le début de la crise dans les régions anglophones, le gouvernement s'est dit prêt à engager un dialogue formel avec les différents acteurs. De nombreuses actions ont été mises dans ce sens, notamment avec des visites dans ces régions afin de rencontrer les différentes parties prenantes. Tout est envisageable, multiforme, à des niveaux différents, à divers niveaux, oui. Mais pour le moment, ce qui me semble fondamental, c'est que les uns et les autres manifestent cette volonté de dialoguer. Pour ce membre du gouvernement, le dialogue doit être une volonté partagée de tous. L'enjeu ici étant de limiter les affres qui se poursuivent dans ces régions anglophones. Les négociations doivent se poursuivre afin d'aboutir à un dialogue inclusif, estime-t-il. Mais le gouvernement descend sur le terrain, le gouvernement tend la main, le gouvernement prend la parole à travers tous les médias, à travers le gouvernement est descendu, à travers le Premier ministre, le président de la République s'est impliqué. Le président de la République a fait des messages dans les réseaux sociaux. On ne peut pas dire que la partie gouvernementale n'ait pas montré les preuves de sa volonté d'aller vers la résolution de cette situation. On rappelle, c'est en 2016 que les séparatistes des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont pris les armes contre le gouvernement de Yaoundé pour réclamer la création d'un État dénommé Ambazonie. À noter que le président Paul Biya avait annoncé par la voix du Premier ministre l'ouverture imminente d'un dialogue dans la résolution de cette crise. La République démocratique du Congo célébrait le 59e anniversaire de son indépendance ce dimanche 30 juin. Célébration que le président Félix Tshisekedi a dédiée à la médiation. En effet, il s'est rendu à Bunia, dans la province de l'Ituri, où il a appelé à la paix entre les communautés Emma et Lendu. Les tensions entre ces deux communautés sont à la base de conflits qui empêchent notamment les investisseurs de s'installer dans la province. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Le chef de l'État congolais a appelé les ressortissants de la province d'Ituri à enterrer la hache des guerres. Arrivé ce dimanche 30 juin 2019 à Bunia, chef-lieu de cette province, Félix Tshisekedi a, au cours d'un meeting tenu devant la population de Bunia et des cités voisines, condamné les violences intercommunautaires à la base de plusieurs tueries et qui empêchent les investisseurs de s'installer dans la province. Nous avons une multitude d'investisseurs prêts à venir investir dans notre pays. Quand vous vous lancez dans les conflits et violences, vous empêchez ces opérateurs de venir vous donner du travail et participer à la construction du pays. Je vous prie donc d'arrêter les violences. La population de cette province est riche en or, diamants, cobalt et diverses autres richesses en sous-sol sont dans une grande insécurité. Les conflits ethniques entre les tribus Emma et Lendu, mais aussi des groupes armés, sèment la terreur dans cette partie du pays, avec la clé plus de 400 000 déplacés. Sans la paix, vraiment, nous sommes KO. On ne peut pas bien évoluer, on ne peut pas bien circuler parce que nos vies sont tous en danger. Il faut prendre des vols. Or, en véhicule, c'est 3 heures dans Tiamagi, quelques heures à Ndjougou, à Mambasa. Quand il y a la paix, nous serons libres. Et ça, c'est ce que nous attendons de notre chef de l'État.
La République démocratique du Congo, qui a totalisé 59 ans d'indépendance ce dimanche 30 juin, a commémoré cet anniversaire sans un défilé militaire, les buts étant de compatir avec les populations victimes des atrocités. Malgré toutes les richesses qui regorgent la province de l'Ituri, la paix reste le précieux cadeau que cette population attend du chef de l'État, qui a totalisé ce 30 juin 6 mois depuis son élection à la tête du pays. Et le président Félix Tshisekedi qui émet des conditions à la construction du pont-rail Kinshasa-Brazzaville. Le chef de l'État congolais souhaite accorder la priorité à la construction du port en eau profonde de Banana. Bien que favorable à la construction du pont, le chef de l'État estime qu'il pourra entraver les activités des ports congolais. Le président abordait cette question au cours d'une conférence de presse ce mardi 2 juillet à Bunia, où il séjourne depuis 3 jours. On l'écoute. Je continue d'ailleurs d'appuyer ce projet. Mais, comme je l'ai dit à mon homologue du Congo-Brazzaville, il n'est pas question pour moi d'accepter un projet qui risquerait de tuer une autre activité, toujours chez moi, ou de concurrencer de manière déloyale une autre activité qui se passe toujours chez moi. Et donc, autant ce projet Route-Rail est louable, autant aussi il est nécessaire de préserver les ports de Matadi et de Boma. En même temps qu'il est plus que nécessaire de construire aussi le port en eau profonde de Banana. Et d'ailleurs, je suis très engagé là-dessus. J'ai rencontré les prétendants à cet investissement, Dubai Port pour ne pas les citer. Et ils sont très intéressés. Mais nous sommes vraiment en train d'examiner la question. Et tant que ce projet ne sera pas réalisé, eh bien, je n'avancerai pas sur le projet Route-Rail. Parce que, comme je l'ai dit, je tiens à préserver nos intérêts à travers les activités portuaires du Congo central. Après la validation des résultats de l'élection présidentielle du 22 juin par le Conseil constitutionnel donnant Mohamed Ould Ghazouani vainqueur, la Mauritanie s'apprête à vivre la première transition pacifique du pouvoir depuis 1960. La passation de pouvoir qui se tiendra le 5 août prochain permettra d'entrer de plein pied dans les chantiers qui attendent le nouveau président mauritanien. Marcel Farba Maroun. Le Conseil constitutionnel mauritanien a validé ce 1er juillet la victoire de Mohamed Ould Ghazouani à la présidentielle du 22 juin 2019 avec 52,01% des voix. À 62 ans, ce général à la retraite, proche de son prédécesseur, le président Mohamed Ould Abdelaziz, devra rapidement s'attaquer aux dossiers qui urgent dans ce pays. Lutte contre le terrorisme et distribution équitable des richesses pétro-gazières et minières qui ne cessent de jaillir du sous-sol mauritanien. On oublie qu'il s'agit d'un duo qui a dirigé une équipe de militaires et de civils qui ont mis fin à une dictature de 21 ans et qui ont initié un système qui fait que la Mauritanie actuellement dans la sous-région est un pays réellement démocratique et qui réalise du progrès tous les jours. Autre défi, et pas des moindres, pour le nouveau président mauritanien, le rétablissement de l'égalité sociale et politique entre les citoyens. À cheval entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie a longtemps été pointée du doigt en ce qui concerne la répartition des pouvoirs économiques et politiques, détenus en majeure partie par la communauté arabo-berbère. Il y a une évolution mécanique accompagnée par une volonté politique, par des lois strictes de la République, par une répartition des richesses. Donc la Mauritanie évolue de ce point de vue-là et je pense que le prochain mandat a été préparé à travers la décennie. Le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, transmettra officiellement le témoin à son successeur le 5 août 2019. Une cérémonie qui marquera la première passation pacifique du pouvoir en Mauritanie depuis 1960, année de l'indépendance du pays. Niamey, la capitale nigérienne, abrite une rencontre sur la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles en marge du 33e sommet de l'Union africaine qui se tiendra du 4 au 8 juillet prochain. Objectif de cette rencontre, créer un cadre de réflexion sur l'autonomisation effective de la femme et de la fille et mettre en place une plateforme pour débattre des défis auxquels font face ces dernières sur le plan social, scolaire, professionnel et économique. Reportage de notre correspondant Sadoul Mokhtar.
D'après un constat établi par le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, seulement une fille sur 5 termine son cursus scolaire en Afrique. Préoccupé par cette situation, le département des affaires sociales de la Commission de l'Union africaine a réuni les partenaires au développement à Niamey, la capitale nigérienne, afin de trouver des solutions clés pour garantir l'autonomisation effective des femmes et des filles dans toute l'Afrique. Il est important d'avoir cette réunion conjointe avec tous les départements où nous avons des personnes d'horizons divers pour parler de quelles sont les stratégies à mettre en commun, parce que nous ne pouvons pas travailler tout seuls, nous ne pouvons pas travailler chacun dans son coin. Il est important d'harmoniser nos efforts. Promotion de l'autonomisation des filles et des femmes pour le développement durable. Tel est le thème de cette rencontre. Les participants partageront les meilleures pratiques pour l'amélioration des moyens d'existence des femmes et des filles. Avoir un cadre pour pouvoir échanger avec les élus, avec les ministères et les autorités, c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir nous faire entendre par rapport à cette thématique et aussi de pouvoir faire des recommandations quant au maintien de la jeune fille en cours de scolarité et aussi quant à l'épanouissement des jeunes femmes que nous sommes. L'émancipation des filles et des femmes figure parmi les priorités de l'Union africaine. Il est attendu de cette rencontre l'adoption d'une déclaration dite appel de Niamey pour une autonomisation accélérée de la femme et des filles. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.